Alors, je suis avec Philippe Dugautier. Bonjour Philippe. Bonjour, Jacques. Alors, on va parler de quelque chose qui est de plus en plus important, c'est des aidants. Dans l'entreprise, on a toujours un collègue de travail qui doit s'occuper soit d'un enfant qui est en situation de handicap, soit d'un parent, soit d'un proche, d'une épouse. Et c'est très difficile à gérer dans les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à tous ces gens-là et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux entreprises, côté RH, et aux élus pour faciliter la vie? C'est de la qualité de vie au travail aussi que d'avoir l'esprit tranquille en disant qu'on peut s'occuper d'un proche qui a besoin d'aide. Oh, ça fait beaucoup de sujets, ça. En fait, oui, la situation des aidants est, je vais dire, de plus en plus préoccupante. On sait qu'il y a un nombre, tu le précisais dans ton introduction, de plus en plus important de personnes, mais bien sûr de salariés qui se retrouvent en situation d'aidant. Alors non seulement dans l'accompagnement d'un parent ou d'un enfant en situation de handicap, mais surtout aussi avec l'allongement de la vie, d'avoir un ou des parents à devoir, entre guillemets, prendre en gestion et tout ça s'ajoute au travail, c'est-à-dire aux contraintes de travail. On va pas ici faire l'épilogue du stress que chacun peut rencontrer, peut être amené à rencontrer dans ces situations de travail, mais voilà. Et donc effectivement concilier la vie d'aidant et la vie professionnelle, c'est une réelle difficulté. Et puis après, moi, il y a un thème aussi qui m'affectionne encore plus particulièrement, et c'est un thème dont on commence à parler, ce sont les jeunes aidants. C'est-à-dire que là aussi, on commence à recenser qu'il y a de plus en plus de jeunes, et quand on dit jeunes, des moins de 30 ans, et ça commence à l'âge de l'adolescence, qui se retrouvent en situation d'aidant, alors sur des situations de famille monoparentale, mais aussi parfois de devoir accompagner des ascendants en situation de dépendance. Donc les conseils, là aussi, entre guillemets, en fonction du contexte d'entreprise dans lequel on évolue, donc c'est-à-dire de la taille de l'entreprise, on va prendre les grands groupes. Il y a des grands groupes qui sont très avancés, qui effectivement dans les accords qu'ils vont négocier avec leurs représentants du personnel vont commencer à aborder ces situations et notamment commencer à proposer des solutions. Alors bien sûr, on peut penser au chèque emploi-service, par exemple, mais aussi au don de jour. On a vu que l'évolution de la législation permet aujourd'hui aux personnes en situation d'aidant de pouvoir bénéficier des jours que les collègues vont amener dans la collecte des dons de jour, enfin voilà, dans l'application de ces contrats. Alors après, je dirais quand on se retrouve dans une PME, PMI, voilà, là le contexte est quand même beaucoup plus difficile. Moi j'ai un conseil à donner, c'est déjà de ne pas rester seul. Il y a de plus en plus de structures associatives qui se montent pour pouvoir, entre guillemets, commencer à proposer des solutions. Alors bien sûr, il y a, je vais dire, l'autorité publique qui commence à réfléchir à la problématique parce qu'ils se rendent compte que ça va devenir endémique. C'est un vrai sujet. Tu disais, est-ce que c'est le cinquième risque? Je sais pas si, enfin, je te disais, je sais pas si c'est le cinquième risque. En tout cas, ça va devenir une grosse problématique de société. Et donc, voilà, les structures associatives se développent. Il y a des réseaux, entre guillemets, d'écoute. Mais aussi après, il commence à y avoir des études épidémiologiques qui constatent que c'est 50% des aidants dont la vie prend fin avant la vie de la personne aidée. Oui, parce que ça use. Oui, ça use. Et c'est pour ça que là aussi, il faut pouvoir proposer des solutions de répit. Il faut pouvoir proposer des solutions de prise en charge partagée. Parce que être aidant, on ne peut pas être aidant en fonction du niveau d'aide que l'on doit apporter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, c'est une équipe. Alors, une équipe pluridisciplinaire, on peut parler aussi des soignants qui font partie, entre guillemets, des moyens d'accompagnement qui sont déployés, là aussi selon la nature du handicap ou selon la nature de la dépendance de la personne. Mais voilà, il faut qu'on apporte des relais, il faut qu'on apporte et propose des solutions aux personnes qui sont en situation d'être aidants. Et là aussi, moi, je suis frappé de voir qu'on a aussi des collègues, des gens autour de nous,
qui sont amenés à être aidants pour plusieurs personnes. Ça, c'est encore une autre problématique. Là, j'ai une salariée, elle a un enfant en situation de handicap, et là, son frère vient d'avoir un AVC. Ses parents sont décédés, hein. Donc elle assure aussi, entre guillemets, la prise en charge de son frère, et en même temps, elle doit continuer à gérer son gamin en situation de handicap. Et son emploi. Et son emploi, et oui. Et oui. Et donc tout ça fait que ça amène une population, je veux dire, en sur-risque, une population qui va rencontrer des problèmes de santé et qui va faire défaut dans son rôle d'aidant. Alors, quand on est représentant du personnel et qu'on a connaissance de collègues de travail qui sont dans ces situations-là, quels sont les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir soit traiter un accord, engager au moins la discussion avec l'entreprise, pour pouvoir aider les aidants finalement? Moi déjà, le premier sujet, c'est faire prendre conscience à la collectivité que représente l'entreprise et donc à la direction de la problématique. Parce que, à moins que l'un des membres de l'équipe dirigeante soit concerné par la situation d'aidant, c'est pas un message, entre guillemets, qu'entendent prioritairement les employeurs. Il y a des tas d'autres sujets à traiter dans l'entreprise, celui-là, il passe après. Mais là aussi, de manière globale, on observe quand même une dérive des taux d'absentéisme. Alors, taux d'absentéisme, bien sûr, qui sont alimentés par la dégradation des conditions de travail, mais aussi par le fait qu'on a une partie de la population de l'entreprise qui est en situation d'aidante, très probablement. Enfin, il y en a, hein. Et elle ne se fait pas connaître bien souvent parce qu'il y a l'aspect de dignité, il y a l'aspect j'ai pas envie de partager les problématiques que j'ai à gérer, parfois. Et donc, là aussi, je crois qu'il y a une culture à développer dans l'entreprise sur ce sujet-là, parce que ça peut expliquer des situations de collègues qui sont en arrêt de travail fréquent, ça peut expliquer des situations de collègues qui sont en difficulté psychologique, ça peut expliquer des situations de collègues qui sont en difficulté professionnelle. Parce qu'au bout d'un moment, l'individu craque. Alors, la sensibilisation de l'employeur, la sensibilisation de la population de l'entreprise, et après, effectivement, de réussir à négocier des moyens avec l'employeur. Bon, j'ai parlé du partage de dons de jour. La QVT, mais là aussi, la QVT, selon le niveau d'entreprise toujours et de taille d'entreprise dans laquelle on se trouve, on peut faire de la QVT le cataplasme sur une jambe de bois. On en connaît beaucoup, des situations comme celle-là. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est surtout de proposer des moyens et, je disais tout à l'heure, des moyens d'accompagnement, des moyens de prise en charge. Ça nécessite d'aborder des aspects financiers. Et ça, c'est pas toujours un sujet que l'employeur veut consentir et accepte de faire avancer. Est-ce qu'on a dans des exemples d'autres pays où on prend mieux en compte les aidants, ou est-ce que le phénomène-là, il est prégnant dans plusieurs pays d'Europe et on ne sait pas vraiment par quel bout le prendre? Alors, je ne suis pas un expert de la situation de ce qui se passe dans les autres pays. Je crois qu'il y a une culture aussi, probablement développée dans les pays entre guillemets européens, mais où on est dans nos sociétés de consommation. Ce que je veux dire par là, c'est que on observe. Enfin, moi, je suis plutôt spécialiste de l'Asie et plus particulièrement de la Chine, par exemple, où le modèle familial, bien qu'il est en train d'évoluer aussi, hein, parce que la Chine s'est ouverte à la société de consommation et les traditions et le fait de s'occuper de ses aînés, mais là ils y étaient obligés aussi parce que n'ayant pas de retraite, il fallait bien que, entre guillemets, les actifs prennent en charge les aînés. Et la solution, entre guillemets, de l'enfant unique n'a pas fait pour améliorer les choses, hein, puisque un enfant unique, entre guillemets, a à charge ses 2 parents à minima, et quand il est marié, ils en ont 4. C'est quand même pas simple à gérer. L'Europe, on a les pays nordiques quand même, où il semblerait qu'il y ait des solutions qui soient... alors les pays nordiques, j'entends Danemark, Norvège, je pense pas à la Belgique. Alors après, là aussi...
Je pense aussi aux difficultés que nous avons en France de développer des structures d'accueil, à la fois pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes, je dirais, en fin de vie, ou les personnes qui rencontrent des pathologies qui font qu'elles ne sont plus autonomes et qu'il faut réussir à les placer dans des structures. La Belgique est bien plus avancée que nous. Je ne vais pas parler des 20 000 enfants issus de la région du nord de la France qui chaque jour prennent des taxis ou d'autres moyens de transport pour se rendre à l'école en Belgique. Hein. C'est encore un autre sujet, mais c'est, je pense, une problématique globale qui fait que notre système social, bien qu'il soit très avancé, n'est pas encore réfléchi suffisamment et déployé les moyens suffisants pour prendre en charge ces problématiques. Parce que même dans notre pays, la France, c'était culturel qu'on s'occupe de ses parents encore dans les années 50. Années 50, années 60, on gardait les aînés à la maison. Aujourd'hui, la vie, la société de consommation, le fait que tout le monde travaille, ça rend les choses plus compliquées. Et puis des EHPAD, il n'y en a pas beaucoup. Et je parle là pour ceux qui aident les parents. Et c'est très très cher. Donc est-ce que là, il n'y a pas aussi par le coût une solution à apporter pour qu'on ait plus les moyens de mettre nos anciens dans des structures spécialisées? Là aussi, moi j'observe des expériences qui sont assez intéressantes. Alors bien sûr, il y a la notion de coût, mais on voit que des structures se développent où on permet la rencontre intergénérationnelle. C'est-à-dire on va créer un EHPAD qui va aussi être une crèche, où on va aussi créer des EHPAD avec des solutions de lycée technique, par exemple, où on va faire se côtoyer les jeunes élèves et les personnes âgées. La notion de coût, comment dire, là aussi, c'est est-ce qu'on met les bons moyens aux bons endroits et avons-nous les moyens de nos ambitions? Parce que là aussi, le transfert entre guillemets individuel vers la collectivité est tel qu'aujourd'hui, on n'a plus d'argent. Pourquoi tant pis, c'est un peu anecdotique, mais c'est le Costa Rica qui a arrêté de financer une armée et qui consacre les moyens financiers de l'armée à la santé et à l'éducation. On pourrait peut-être en prendre des leçons. Bon. Oui, on n'est pas au Costa Rica non plus. Maintenant, effectivement, on est en déficit de structure, on est en déficit de trésorerie, semble-t-il, mais est-ce que, par exemple, ces entreprises qui s'occupent de leurs retraités, il y a quelques grosses entreprises qui s'occupent de leurs retraités, ne pourraient pas aussi s'occuper de leurs grands retraités qui deviennent à besoins spécifiques? C'est, ma foi, une bonne idée. Il faut leur proposer, mais là aussi, quand on voit les problèmes de financement de la retraite, et c'est un débat, on attend ce que va nous annoncer le gouvernement. Comment on peut imaginer, alors les grands groupes, oui, mais les grands groupes n'occupent pas 80% des salariés en France. Enfin, là aussi, faire prendre en charge les grands groupes et proposer des solutions aux salariés issus de leur périmètre, soit, mais que fait-on des autres? Alors après, tu vas me dire, ça apporterait une partie de la solution, tout au moins pour ces populations-là, mais bon, en termes de masse, je ne pense pas qu'on y soit. Quand même, je ne vais pas dire de bêtises, mais la majorité des salariés sont employés dans des petites structures. Oui, c'est les moins de 10 qui ont le plus grand vivier. Mais oui. Effectivement pas oui. Mais si déjà les grandes pouvaient s'en occuper, quitte à avoir des crédits d'impôt, ce qui leur permettrait de payer moins d'impôts, mais de manière plus justifiée. Mais il y a très probablement à réfléchir, j'allais dire un nouveau modèle social, mais à proposer de nouvelles solutions. Alors bon, est-ce qu'on va encore nous supprimer un jour férié ou je ne sais quoi d'autre pour permettre de financer le développement de ces structures? Donc on a vu que le premier jour férié supprimé, ça n'a rien amené, quoi. Par exemple. On sait que ça marche pas. Donc c'est pas la peine. Donc ça passe que par l'accord d'entreprise et la volonté de l'entreprise de faire quelque chose pour ses propres salariés finalement. Ouais, alors ça passe par l'entreprise, mais à mon sens, ça ne doit pas passer seulement que par l'entreprise. Je pense que je disais tout à l'heure, c'est une culture qui doit se développer, c'est-à-dire
comment dirais-je, la solidarité intergénérationnelle qui doit se renforcer. Alors nos jeunes, on ne doit pas tout leur faire supporter, mais l'idée c'est probablement d'être davantage en partage sur la manière dont on peut appréhender les situations et les solutions qu'on peut apporter. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent de créer, de trouver de nouvelles solutions d'accompagnement, de surveillance. Enfin bon, j'ai pas d'exemple précis, mais ce que je veux dire, c'est que là aussi, sur l'accompagnement des personnes en situation de dépendance, il y a des moyens qui se développent, des nouveaux moyens qui doivent apporter, entre guillemets, aussi de nouvelles solutions. Maintenant, c'est un nouveau modèle à créer et c'est véritablement une prise en considération générale, globale, de l'ensemble de la population qui doit se développer. Oui, alors là, il y a du travail, j'ai l'impression, parce que déjà... Mais si tu veux, enfin, je t'interromps, mais là aussi, tu vois, enfin, moi, je suis référent handicap pour la région de France, pour la CFE-CGC. Moi, je développe l'idée que le handicap, tant qu'on en parlera sous la forme où on en parle, c'est-à-dire de devoir intégrer la différence, de devoir faire taire l'indifférence, on avancera difficilement. Ce que je veux dire par là, c'est que ces sujets-là doivent faire partie de nos préoccupations au quotidien. C'est-à-dire que moi, je défends l'idée dans nos instances, et dès que j'interviens dans des instances confédérales ou fédérales, mon propos est de dire que ces sujets-là, on doit en parler à chaque réunion. Il faut qu'on arrive à développer cette culture-là. Je reprends la scolarisation des enfants en situation de handicap. Là aussi, si les enfants sont habitués, entre guillemets, à avoir autour d'eux des personnes en situation de handicap, et quelle que soit la forme de handicap, on parle de handicap visible ou invisible, alors ces enfants, quand ils deviendront ados, quand ils deviendront adultes, jeunes adultes et adultes, considéreront le handicap d'une manière différente, parce qu'ils l'auront vécu chaque jour dans leur quotidien. Et on ne devra plus aborder les choses comme on doit les aborder aujourd'hui. Alors moi je suis un peu, depuis quelque temps, je ne sais pas si c'est mes lectures estivales, mais je suis assez choqué des sémantiques réinventées. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de handicapés. Il y a des personnes en situation de handicap, des personnes à mobilité réduite. Mais quand je suis à mobilité réduite, c'est parce que j'ai pu aussi me faire une entorse à la cheville, je suis à mobilité réduite. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas recommencer à appeler un chat, et pour arrêter de faire des différences, mettre des vrais noms sur des vraies choses ou des vrais états? Est-ce que ça passe pas aussi par là? Probablement, oui, oui. Enfin, là aussi, le handicap peut être temporaire ou définitif. Ce qu'il faut aussi quand même avoir en tête, c'est qu'il y a une montée en puissance, entre guillemets, des situations de handicap psychique. Là aussi, on en parle peu. Si tu veux, aujourd'hui, dans les milieux, enfin, quand on est dans le microcosme, enfin, dans le milieu professionnel ou même le milieu familial, il y a des endroits où indiquer que l'on est allé voir un psychiatre ou un psychologue parce qu'on a rencontré une difficulté, c'est un peu perçu, oh là là, celui-là, je m'en éloigne parce qu'il est dangereux. Là aussi, je crois qu'il y a des sondages qui sont produits. Une personne sur deux considère qu'un handicapé psychique est dangereux. Bon, là aussi, il faudrait... c'est toujours une montée en culture, le handicap psychique. Qu'est-ce que c'est? Et entre guillemets, toi et moi, probablement, on a rencontré dans notre vie, dans notre chemin de vie, là jusque-là, un moment où on a souffert d'un handicap psychique, enfin d'une pathologie psychique, qui peut-être a produit une forme de handicap. Laquelle? Peut-être d'être moins ouvert aux autres, peut-être... enfin voilà, tu vois. Et donc là aussi, c'est de prendre en considération que dans la vie, à tout moment, chacun peut se retrouver en situation de difficulté, en situation de devoir, entre guillemets, pouvoir bénéficier des aides, enfin de l'accompagnement que la collectivité lui propose, et aussi d'être le relais, à certains moments, de pouvoir prendre en charge une partie de cet accompagnement qu'il pourrait être amené à produire dans son entourage proche,
avec ses collègues. Là aussi, moi je vais prendre un autre sujet, la stigmatisation des collègues dans le milieu du travail dès lors qu'ils sont en arrêt prolongé ou en arrêt répétitif. Très vite, c'est la stigmatisation de dire c'est un fainéant, c'est une fainéante. Mais... Ou alors certains arrivent à faire admettre qu'ils ont une santé fragile aussi, ça peut arriver. Mais bien au-delà de ça, comment faire comprendre alors, parce que là on va arriver à du sonnant et du trébuchant. Quand on n'a pas le quota de gens dits en situation de handicap dans l'entreprise, l'entreprise est soumise à une amende. Comment faire comprendre à un employeur qu'un comptable, paraplégique ou pas, c'est toujours un comptable. Ça ne nécessite pas d'avoir des aptitudes physiques comme ceux qui font des travaux dangereux suspendus en altitude, je dirais, comptable. Pour peu que l'entreprise ait un ascenseur pour amener le fauteuil au poste de travail du salarié, handicapé ou pas handicapé, le boulot il est fait pareil. Est-ce que le premier travail il n'est pas là déjà? Parce que certaines entreprises disent en fin d'année, quand on consulte les IRP, on dit voilà, travail handicapé, les ateliers protégés. Mais les ateliers protégés, c'est pas remettre les personnes en situation de handicap dans le milieu commun, dans le sens du travail. C'est les laisser entre eux, comme dans un camp, et les laisser travailler. Moi, je dis qu'il faudrait arrêter de considérer le recours aux ateliers protégés dans ces statistiques-là. Et en revanche, peut-être de baisser le taux, s'il faut, de personnes en situation de handicap dans les locaux de l'entreprise. Peut-être que là, il y a un combat à avoir. Alors, les choses avancent. Alors j'ai plus le nom, c'est pas des contrats tremplins, mais si tu veux, là aussi sur le fonctionnement des ESAT, les établissements qui entre guillemets sont habilités à accueillir des personnes, des salariés handicapés. L'État est en train de développer et d'inciter à développer des contrats relais qui vont faire que l'objectif de l'accueil d'une personne handicapée sera de lui trouver un contrat pour l'intégrer dans l'entreprise. Donc ça répond en partie à la problématique. Là aussi, après, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, alors c'est des éléments de langage, voilà, ça vient tout seul. Mais là aussi, je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais pourquoi personnes en situation de handicap? Parce que, au regard de certaines personnes handicapées, l'appellation les handicapés passait parfois mal. Et moi, en termes de sensibilité, pour en côtoyer, je veux dire assez régulièrement, je préfère parler des personnes en situation de handicap. Je trouve que c'est quand même si c'est après... bon, je reviens au sujet. Là aussi, le taux d'emploi dans les entreprises, bon, il stagne, mais il n'est pas très loin. Il y avait un projet de réforme qui est pour la CFE-CGC. La proposition était de passer le taux d'emploi à 9% dans les entreprises. Au lieu. C'est une bonne solution. Ben oui, parce que si tu veux, on n'est pas loin des 6. Là aussi, il y a des tas de solutions qui permettent à l'employeur de pouvoir trouver d'autres moyens que celui d'occuper directement des personnes handicapées. Lesquelles? De passer des contrats avec des ESAT. Bon. Et puis là aussi, moi, pour travailler dans une société où il y a de nombreuses plateformes téléphoniques, quand on part vers des licenciements pour inaptitude, là aussi, la prescription médicale, c'est cette personne ne peut plus faire de téléphone, ne peut plus avoir la pression des objectifs, ne peut plus suivre un rythme de travail soutenu. Quand tu prends ces trois composantes-là, tu retires la personne de l'entreprise, irrémédiablement. Et là aussi, les organisations d'entreprise aujourd'hui, autant hier, il y avait un accident de travail, la personne, entre guillemets, qui se faisait écraser un bras ou une jambe, on la mettait au poste de pointage. Enfin, on créait un poste de travail, entre guillemets, aussi. Alors aujourd'hui, tu me parlais des compétences. À compétences, je vais dire, quelle que soit la situation de la personne, à compétence égale, elle est à même de pouvoir occuper le poste. Et oui. Mais ça, je ne pense pas que le problème de l'emploi des personnes handicapées soit à ce niveau-là. Je pense, et là aussi, pour travailler avec la directe sur certains sujets, il y a une explosion des licenciements pour inaptitude. Bon, pourquoi? Parce que on a de plus en plus de situations de salariés qui, de par les pathologies dont ils font l'objet, et surtout le handicap psychique,
font qu'on doit les retirer, on doit les retirer de l'emploi. On en fait quoi après? Eh bien oui, mais c'est une bonne question. Si tu veux, là aussi, moi ce matin j'intervenais dans une réunion d'instance d'entreprise où j'évoquais l'existence de la visite de pré-reprise pour les salariés qui sont en long arrêt maladie. La visite de pré-reprise, c'est quoi? C'est recevoir, alors le médecin du travail reçoit le salarié qui est en arrêt de travail de longue durée, à l'initiative du salarié, ça peut être à l'initiative du salarié ou aussi sur conseil du médecin conseil de la sécurité sociale. Parce que l'idée, c'est de préparer et d'anticiper le retour. Alors le retour à l'emploi, parce que là aussi, moi, mon propos, c'est de parler du maintien dans l'emploi et pas de l'exclusion de l'emploi en passant par le licenciement pour inaptitude. Et donc là, l'idée, c'est, en collaboration avec les services de santé au travail, d'aborder la possibilité du retour à l'emploi. Et aussi d'aborder la possibilité du retour à l'emploi qui n'est pas systématiquement dans l'entreprise dont le salarié est issu. Parce que là aussi, en fonction des pathologies, le salarié peut obtenir la RQTH, reconnaissance qualité de travailleur handicapé, et se faire accompagner des MDPH pour bénéficier des différents dispositifs de maintien dans l'emploi. Alors après, là aussi, moi pour avoir abordé le sujet sous cette forme-là avec des salariés dans ces situations, ce sujet-là doit être abordé de manière très anticipée, très en amont. Parce que c'est un projet, c'est un nouveau projet professionnel que le salarié doit pouvoir construire. Et ça ne se fait pas en une semaine. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, selon la pathologie dont je souffre, selon les difficultés que je rencontre, d'anticiper le retour dans l'entreprise dont je suis issu, dans le poste de travail où j'étais hier. C'est moi, quel est mon projet de vie en fonction de mes contraintes et de voir de quels moyens je peux disposer. Et ça, c'est à l'individu de le construire. Alors de le construire, de le réfléchir et de voir, d'utiliser les dispositifs qui lui sont proposés pour lui permettre de pouvoir rebondir. Alors, il reste encore un grand bout de chemin à faire pour finalement aider les aidants. Aujourd'hui, le seul outil qui soit palpable, c'est celui qui est au plus proche de nous, c'est-à-dire le représentant du personnel et l'entreprise, si elle a le bon vouloir de vouloir le traiter. Pour le reste, c'est les décisions des pouvoirs publics avec des budgets qu'on n'a pas, qu'on affecte mal, qu'on ne va pas chercher alors qu'on pourrait. Et puis c'est surtout faire changer les mentalités, quoi. Ah oui, c'est faire changer les mentalités, c'est de plus en plus diffuser la culture de l'aidant. C'est-à-dire, là aussi, c'est faire savoir, je parlais tout à l'heure de la situation des jeunes aidants. Moi, c'est un sujet qui me préoccupe parce que là aussi, entre guillemets, on est salarié, on a ses difficultés à gérer, voilà. Mais être jeune aidant, être ado, être lycéen et devoir faire fi de la poursuite de ses études à certains moments, parce que la priorité, c'est de devoir accompagner les membres de sa famille pour leur permettre de pouvoir, entre guillemets, vivre le quotidien, c'est aussi encore, entre guillemets, un autre niveau de difficulté. Et là aussi, les jeunes aidants sont de plus en plus nombreux en France. Ben, tu as du travail. Et on a tous du travail, Jacques. On a tous du travail. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir sollicité pour aborder ce sujet-là. Et je pense que ça fait partie des actions qu'il faut déployer et qu'il faut multiplier pour faire prendre conscience. Parce que moi, je suis convaincu que la montée en culture, c'est aussi un pas vers le fait d'avancer vers les solutions. Non, mais il faut faire quelque chose parce que quand on réalise qu'un aidant qui, en plus de ses tâches du quotidien, doit assister un parent, un enfant, etc., ça le met en danger au niveau de sa santé, ça va encore creuser le déficit de la Sécu. Donc il faut arrêter ça, quoi. Et pour arrêter ça, il faut vraiment prendre en compte ça. Merci beaucoup Philippe d'être venu nous voir. Ben, je t'en prie, merci à toi Jacques.